Salut! Je m'appelle Simon Kearney, je suis musicien, je viens de la ville de Québec, puis vous écoutez VP9 Magazine. Aujourd'hui, à VP9 Magazine, Simon Kearney discute de sa carrière de musicien avec Stacy. Par la suite, nous vous présentons un reportage documentaire sur la peintre Josiane Lockwell. Et en terminant, un pompier forestier raconte son aventure en Australie après les feux de 2019. Vous êtes à l'écoute de votre VP9 Magazine. Bienvenue à VP9 Magazine, je suis Stacy Ann Murray. À l'émission, je vais recevoir un combattant du feu de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Il va nous parler de son périple en Australie lors des feux de 2019 et 2020. Avant de le rencontrer, je me suis entretenue plus tôt cette semaine avec le musicien Simon Kearney. Simon Kearney, bienvenue à VP9 Magazine. Merci. C'est pas les raisons qui manquent. C'est pas les raisons qui manquent. C'est pas les raisons qui manquent. On va commencer par parler de ton passé. Tu as appris à jouer de la guitare quasiment avant même d'avoir appris à marcher. Est-ce que tes parents étaient musiciens? Non, en fait, mes parents, je pense que, surtout mon père, il aurait toujours voulu faire de la musique, mais ça n'a pas donné pour lui quand il était jeune. Fait que dès qu'il a vu que j'avais la passion pour ça, il voulait vraiment me permettre de pouvoir réaliser mes rêves. Fait que on m'a inscrit à des cours de piano, après ça des cours de guitare. J'ai taponné sur des instruments pas mal quand j'étais jeune, disons. Puis à l'adolescence, tu as joué dans un trio de bluegrass. Vous produisiez majoritairement dans les rues de Québec. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Ben, c'était vraiment enrichissant parce que c'est pas un public facile, là. C'est des gens qui passent parce qu'ils ont autre chose à faire dans leur journée. Fait que si ça arrête, c'est parce que tu as vraiment bien fait ta job puis que la tune est bonne. Puis je faisais ça avec mes deux amis, Jérôme 50, qui est un auteur-compositeur aussi, puis Henri Kinked, qui a son groupe Kinked. Puis au final, les trois, ben maintenant, on fait ça de notre vie. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés un peu là, dans les rues de Québec à jouer de la musique. Ça c'est la phrase qui me résume assez bien. Toujours en train de chercher ma place. Le seul talent c'est de savoir bien m'arracher la face. Ça je sais, ça fait broyer ma main. Que je veux rien savoir d'un diplôme universitaire. Samedi j'irai jamais au bord du coin. But what you want, T'es mon meilleur ami. Parlons de Maison Verte, justement. C'est un son qui est un peu plus pop, n'est-ce pas? Ouais. Puis pourquoi ce virement vers le pop? Ben, j'ai toujours eu ces petits plaisirs coupables-là. Admettons, moi, je trippe sur Avril Lavigne. Je trouve que la tune Complicated d'Avril Lavigne, c'est une des meilleures chansons qui a été écrite. Puis, tu sais, c'est ça, mais genre, je fais pas ça dans la vie. Je fais pas de la musique, mais j'ai toujours ce côté-là de moi là, qui trippe sur la musique pop quand c'est bien ficelé. Puis, je pense qu'on peut, genre, donner les lettres de noblesse à ce style-là parce que souvent, moi, je viens d'un milieu... Tu sais, j'ai étudié en musique jazz. J'ai beaucoup d'amis qui font de la musique underground à Québec. Puis il y a comme vraiment un aspect élitiste autour de toute cette gang-là qui disent comment la pop, là, genre, pour vrai, eux autres, ils toucheraient pas ça avec un bâton. Là, mais la musique pop, je pense que quand c'est bien fait, ça peut vraiment charmer tout le monde. Puis ça n'a pas besoin d'être juste pour les gens qui écoutent la musique à la radio. Tu sais, il peut y avoir... Ben, tant mieux si ça joue à la radio, mais je pense que ça peut vraiment aller plus loin que ça, puis ça peut rejoindre plein de groupes de personnes. J'ai pas assez de style, j'ai juste un cobaye pour tes expériences. En comparant Simon Kearney de 2013 à aujourd'hui, c'est quoi la plus grande différence? J'ai assez bien joué le rôle du jeune adulte ou adolescent un peu pas tout croche, mais tu sais, je pense que des fois facilement j'ai le rôle du bouffon là, qui fait rire puis que c'est, tu sais,
Mes Pants, j'aimais pas souvent. Des tunes un peu plus à caractère humoristique, mais qui ont quand même un message. Mais je pense que là, le Simon de 2020 a le goût de, sans devenir un adulte plate, avoir peut-être une petite pointe de maturité de plus dans sa musique. Est-ce que tu penses que ça va transparaître dans ton prochain album? Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose qui s'en vient? Ouais, va falloir être patient, par exemple, parce que je pense qu'avec toute la situation actuelle, c'est comme quelque chose qui fait que j'ai pas tant envie de sortir un album pour le laisser, tu sais, avoir une réaction. J'ai le goût de faire danser les gens en spectacle, j'ai le goût de faire de la musique, j'ai le goût d'avoir une proximité avec les gens qui écoutent ma musique, puis je pense que l'album va être beaucoup dansant, ça va être encore un album de party. Fait que je vois pas vraiment l'intérêt de le sortir en ce moment. Fait que ma priorité, c'est vraiment d'écrire des bonnes chansons pour l'instant. Je passe mes journées assis au piano, à guitare, à travailler mes textes. Je travaille. J'ai jamais travaillé autant que ça sur mes paroles, sur les mélodies. Puis, c'est ça. Donc, je mets beaucoup d'efforts là-dedans pour que quand je vais pouvoir sortir l'album, ben, ça va être un Christy de bon album. Simon Kearney, ça a été un plaisir d'apprendre à te connaître aujourd'hui. Merci. Dans quelques instants, nous allons voir l'histoire d'un combattant du feu en Australie. Mais avant, voici un reportage documentaire d'une vraie passionnée de la jante canine. Mon nom est Josiane Locoel-Pinsonneau. Je suis artiste peintre de métier. J'exerce le portrait canin en spécialité là, depuis maintenant 7 ans. Je prenais déjà beaucoup de photos au quotidien, que ce soit de mes chiens, des chiens de mes amis, ou encore là, j'avais commencé à faire du bénévolat dans des refuges de la Ville de Québec. Puis tranquillement, en mixant un peu mon intérêt pour le visuel canin et mon intérêt aussi envers la peinture, parce que bon, je dessinais depuis que j'étais toute petite. C'est vraiment là au niveau des couleurs que j'ai voulu exploiter le thème des chiens, puis d'aller rechercher vraiment des détails dans leur visage, des détails dans leur regard, puis de donner une espèce je dirais un côté plus pop art, plus expressif dans le fond de la jante canine. Étant moi-même dans le fond maîtresse de quelques chiens, là, donc je sais qu'est-ce qui nous rapproche de notre animal, qu'est-ce qui nous parle quand on regarde notre animal, quand on pense à lui, parce que c'est sûr qu'une peinture, ça traduit une relation, ça traduit un bout de chemin qu'on a fait avec eux. Souvent, mon travail va immortaliser des animaux qui nous ont quittés. Puis, je sais que, bon, il faut y aller au niveau du regard, au niveau, justement, de cette relation-là qu'il y a à travers le regard de l'animal, à travers ses yeux, aussi à travers sa posture. Faut penser à, quand on fait faire un portrait de son chien, qu'est-ce qu'on veut immortaliser? Est-ce qu'on veut immortaliser sa prestance, les petites scènes du quotidien, son côté plus clown? Est-ce qu'on veut... comment on veut se rappeler dans le fond de notre animal de compagnie, puis c'est vraiment là-dessus que je me base, c'est en parlant avec ma clientèle là, que je prends vraiment le temps de cerner ce qu'on veut mettre dans le fond sur Canva pour que ça reste à long terme puis que ça soit pas dénaturé du tout là, dans le temps. C'est sûr que mon travail va se baser toujours à partir d'une photo, donc le choix de la photo est vraiment pertinent là, au départ. Je veux pas me lancer dans le vide, il faut absolument que le chien se ressemble, il faut quand même qu'il y ait un minimum de proportion puis que je garde une essence qui est assez réaliste. Par contre, je suis très ouverte avec ma clientèle là, à savoir s'il y a des choses en particulier que les gens veulent inclure dans leur toile. Par exemple, je vais avoir un chien saucisse qui va être couché sur un plancher, je vais transformer le plancher pour un fond de bord de mer, ou je vais carrément mettre un chien dans une ambiance de feuilles d'automne tandis que la photo a été prise en hiver. Aussi au niveau justement du facial, si on sait qu'un chien est enjoué mais que la photo choisie représente pas tout à fait ça, ben je vais changer justement le port d'oreille, toute la gestuelle du chien pour être capable de donner une mimique qu'on cherche, mais sans dénaturer par contre le sujet là. Partie de mon métier
qui va au-delà de l'art figuratif, là, qui va au-delà de la peinture, c'est le côté plus humain, le côté plus émotionnel dans le portrait canin, parce que veux pas, je peins des êtres qui nous sont chers, des êtres qui nous ont côtoyés, qui ont été nos colocs, nos amis, nos confidents, qui ont toujours été là pour nous, que ce soit sur des courtes périodes qui sont parties de manière assez critique, comme que ce soit des longues périodes de vie qui nous ont marqués. Donc, il y a le côté très, c'est ça, très humain, très relation humaine, qui me convient très bien aussi. En fait, j'adore ce côté-là. J'aime pouvoir justement laisser une trace d'un tel passage dans une vie. Ça a une autre dimension pour moi. Puis c'est sûr que ça m'arrive beaucoup de verser des larmes avec ma clientèle. En fait, c'est quelque chose qui arrive souvent. Les gens, soit que c'est des surprises, soit les gens sont pas préparés. Puis même quand les gens sont préparés, ils se surprennent eux-mêmes de la réaction qu'ils ont lorsqu'ils voient, dans le fond, le résultat final en vrai. Parce que j'envoie toujours un résultat. En fait, la plupart du temps, j'envoie un résultat, par courriel ou en photo, là, via les réseaux sociaux. Mais il y en a beaucoup aussi qui se réservent leur surprise. Puis j'ai souvent la chance d'assister à des étonnements, à des surprises, à beaucoup d'émotions en fait, là. Donc c'est une autre partie de mon travail que j'aime beaucoup, puis je trouve que ça va de soi dans le fond avec le type de travail que je fais, puis ce que ça apporte à ma clientèle. Je me suis vraiment mis à intégrer le monde canin, surtout depuis mon déménagement en campagne. Donc, quand j'ai déménagé ici dans la région de Portneuf, plus précisément Pont-Rouge, j'ai intégré, en fait, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, qui était le monde des sports de traction, donc les sports attelés canins. C'est vraiment une tranche de ma vie, bon, qui se veut récréative. Je le fais pas de manière sérieuse, là. Je le fais vraiment pour le plaisir d'entraîner, puis d'être avec mes chiens, puis de faire des activités avec eux plein air. Mais ma vie a pris un tout autre sens avec mes chiens depuis qu'on prend des grandes marches en forêt, depuis que je travaille avec eux, puis au-delà des sports de traction que je fais pour le plaisir, je m'intéresse beaucoup aussi au niveau du comportement canin, au niveau de tout ce qui se fait d'obéissance, de type d'entraînement là, qu'on fait avec chaque type de chien. Puis j'essaie vraiment de donner un environnement là, maximal à mes 2 chiens là, que j'ai maintenant. J'en ai eu d'autres, mais il m'en reste 2. En vivant auprès d'eux, j'ai solidifié mon amour pour cet animal-là en particulier. Puis ça m'aide vraiment en fait à être capable de comprendre ce que les gens vivent chacune de leur côté à la maison avec leurs propres animaux, leurs propres compagnons de vie. Avant mars 2020, le monde entier avait les yeux rivés sur l'Australie. Nous savions que la Sopfeu était sur place pour combattre les feux, mais nous avons peu entendu parler de la situation des Australiens après les feux. Pour me décrire son expérience, j'invite Francis Marleau à l'émission. Allô? Bonjour, bonjour. Toi, tu es infirmier et combattant du feu. Exactement. Je travaille comme infirmier, puis je travaille pour une boîte qui alimente la Sopfeu en gars pour aller sur le terrain. J'aimerais ça que tu me parles de ton aventure en 2019. Du moment qu'on a vu qu'il y avait un besoin en Australie, je suis tout de suite tombé dans des préparatifs là, pour essayer de trouver des commandites, trouver du matériel, trouver des gars, des femmes aussi qui étaient motivés à aller vivre cette expérience-là à l'autre bout du monde. Puis, je vous dirais que l'aspect le plus facile a été de trouver des gens. Parce que dans ces situations-là, les gens sont tout le temps motivés. Comment tu as eu l'idée de faire cette mission? Je pense que c'est juste un besoin de servir, je vous dirais. Là, c'est rien de très compliqué. J'ai souvent vu des gens dans mon entourage aider. Déjà, juste moi, à la base, je suis adopté. Fait que, je veux dire, mes parents, à la base, ils ont fait sont venus dans mon pays, ils ont fait les démarches pour adopter, puis sauver un jeune. Fait que ça a comme tout le temps resté un petit peu. Fait que, tout simplement, quand j'ai vu une certaine détresse de la part des hommes, des femmes, des enfants, des gens qui étaient là en Australie à cause des feux, ben, je me suis dit, ben, j'ai une certaine connaissance aux incendies, une certaine connaissance médicale, ben, pourquoi pas? Mais quel genre de détresse que les gens vivaient? Les gens ont perdu leur maison, les gens ont perdu la sécurité, les gens ont perdu des proches, je veux dire, à cause des incendies, il y a eu des décès, perte d'emploi. Fait que, je veux dire, quand on perd tout, je veux dire, on devient là, très vulnérable. Fait que la détresse est très proche. La majorité de la mission s'est déroulée à Batlo et à Tumut?
en Australie? C'est en plein ça. Dans le fond, j'ai eu la chance d'être mis en contact avec un monsieur du nom de Zimmerman qui nous a accueillis là, une fois qu'on est arrivé, en fait, à Batlo. Si on prend là, toute la région, là, la totalité de la région qui a pu être dévastée par les incendies, Batlo fait partie là, vraiment là, de la première ou de la deuxième là, région la plus dévastée. C'est là qu'il y a eu le plus de dommages. Il y a eu plus d'1 million d'hectares de terres agricoles de brûlées. Donc, je veux dire, il y a eu des animaux de ferme qui ont été tout simplement réduits en cendres. Pour ce qui restait, ben, c'était vraiment de pouvoir là, regrouper ça puis de faire en sorte de peut-être faire de la reconstruction pour pouvoir accueillir à nouveau ces bêtes-là. En plus de toute la destruction qu'il y a eu, justement, pour les humains, les hommes, les femmes qui étaient là-bas. Là. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des personnes âgées, des enfants. Là. Donc, ça a été très intense pour ces gens-là. Sur le terrain, quelles ont été vos tâches au jour le jour? Comme première tâche, en arrivant à Batlo, là, il y avait un homme qu'on a tout bonnement croisé sur la rue, si on peut dire. Puis après discussion, il nous a amenés devant cette maison qui avait été en partie détruite. Puis, dans le fond, tout de suite, nous autres, là, on s'est offert pour lui donner un coup de main pour faire du nettoyage. Fait que, on a vraiment là, ramassé tout ce qui était comme des détritus là, carbonisés. Le résultat de la destruction, on l'a ramassé. Parle-moi un peu des autres victimes que vous avez dû aider. On a aussi eu l'opportunité là, de donner un coup de main à la famille Belchamber. Eux autres même ont vraiment payé la note. Là, je veux dire, je pense qu'ils ont perdu entre 85 et 90% là, de leurs avoirs. Là. Eux autres, qu'est-ce qui était nécessaire, c'était surtout au niveau des animaux de ferme. Donc, on a pu là, les aider là, à tout évacuer, là, puis défaire, puis préparer, là, dans le fond, les clôtures pour recevoir éventuellement les animaux de ferme qui s'étaient sauvés. Est-ce que vous avez vécu des imprévus en cours de route? On a eu des gens qui se sont blessés. On a eu des gens qui peut-être qui ont souffert de fatigue. On avait beaucoup d'heures d'avion de fait dans le coffre. On est arrivé là-bas, il y avait beaucoup de fatigue de jour de départ. Décalage. Fait que, je veux dire, les gens étaient vulnérables là-bas, mais je crois que nous autres ici, on faisait partie de ces gens-là avec une certaine vulnérabilité. Par la suite, on a eu la rencontre malheureuse avec un kangourou. On a roulé, je veux dire, là-bas, là, c'est un peu comme des chevreuils multipliés par 2, 3. Fait qu'il y en a un, à un moment donné, qui est sorti de nulle part. Le temps qu'on le voit, il avait déjà passé en dessous des roues. Malheureusement, on n'a rien pu faire. Fait qu'on a eu quelques imprévus, mais on a eu, en contrepartie, là, des très beaux moments. 1 an passé depuis les feux en Australie, qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience? Moi, je pense que peu importe la distance, quand on a la capacité de donner un coup de main, c'est pas nécessaire que ce soit à l'autre bout de la planète. Ça peut être ici, juste sur le coin de la rue. Parce que vous prendriez le temps de regarder là, justement sur le coin de la rue, puis il y a peut-être pas mal plus de gens qui ont besoin d'aide en ce moment. Surtout dans la situation qu'on vit avec le COVID. Il y a beaucoup plus de détresse qu'on peut imaginer. Donc, de ne pas hésiter à donner un coup de main. Francis, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous parler de ton aventure. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est ce qui termine l'émission. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour du contenu inédit. Je suis Stacey Anne Murray pour VP9 Magazine.